À suivre, on ne parle presque plus du drame des migrants. Depuis 2014, 17 000 migrants sont morts noyés en Méditerranée. Qui étaient ces hommes, ces femmes, ces enfants? Quelle a été la politique migratoire de l'Union européenne? La journaliste Taina Tervonen publie Au pays des disparus. Elle est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Taina Tervonen. Bonjour. Alors, vous venez donc de publier une enquête passionnante et bouleversante sur ces migrants disparus en mer. Votre livre « Au pays des disparus » est publié chez Fayard. Vous êtes journaliste indépendante, finlandaise, mais parfaitement francophone, puisque vous vivez en France depuis une vingtaine d'années. C'est ça. Et puis, ce livre donc, a d'abord été une enquête que vous avez réalisée pour le site Les Jours. Vous avez d'ailleurs souvent travaillé sur des grands sujets de société, sur l'immigration, sur l'exil ou sur la guerre en Bosnie, par exemple, dans les années 90. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette envie, ce besoin d'écrire sur les migrants morts en Méditerranée, ou plus exactement sur ces disparus de la migration, puisque je sais que vous n'aimez pas le mot migrant? Non, effectivement. Dans cette enquête, j'ai essayé de ne jamais utiliser le mot migrant, qui est devenu une sorte de mot valise où on met des images qui anonymisent les personnes. Ouais. Or, le but de cette enquête était justement d'essayer de voir derrière les chiffres, dont sont des chiffres que moi, en tant que journaliste, je me retrouve à répéter aussi dans des articles, puisque c'est un sujet que je traite depuis que je travaille comme journaliste, donc depuis une vingtaine d'années. Ouais. Donc, je voulais essayer de voir ce qu'il y avait derrière ces chiffres et qui étaient les personnes. Ouais. Et on parle de personnes. Le point de départ, c'est, comment dirais-je, un chalutier, le chalutier bleu, ouais, qui en fait... bascule en mer en 18 avril 2015, au large de la Libye. Et il y avait à bord de ce bateau, je crois qu'on l'a entreaperçu, voilà, ce petit bateau, il y avait 800 personnes entassées. Oui, il y avait 800 personnes. Aujourd'hui, en fait, on parle plutôt de 1000 personnes, de 1100 personnes. 28 survivants. 28 survivants, oui, uniquement. Et donc, vous expliquez dans le livre que dans une partie de la cale, ils étaient 200, plus de 200 dans 45 mètres carrés. Oui, ouais. Effectivement, on s'est retrouvé avec une concentration de 5 à 6 personnes par mètre carré dans la cale. Ça, ce sont les pompiers qui étaient en charge de l'évacuation des corps, une fois l'épave renflouée, qui avaient fait ces statistiques-là. Alors, au départ de quelques objets en fait, qu'on va retrouver sur les morts, vous allez faire une enquête qui va vous mener en Sicile, d'abord en Grèce, ensuite, puis au Niger et au Sénégal. En fait, vous allez essayer de retrouver qui étaient ces migrants, ces disparus de la mer. Oui, effectivement, je suis partie d'un objet qui est un téléphone Nokia de couleur jaune citron, en 3 morceaux. Pourquoi un téléphone? Parce que c'est un objet qu'on a tous dans notre poche. Voilà. On a tous ce genre de téléphone dans notre poche, enfin ça, ou un smartphone. C'est un outil qu'on utilise au quotidien et avec lequel on garde un lien avec notre famille, avec nos proches, avec les gens qui nous sont chers. Ouais. Sur le plastique, il est marqué PM 3947. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce code PM 390047, c'est le code qu'on a donné au corps qu'on a retrouvé, donc, dont on a retrouvé le téléphone, dont c'est le téléphone. C'est un code qu'on utilise puisqu'on n'a pas l'identité de la personne. Et tout le travail des médecins légistes et de la Croix-Rouge internationale qui travaille sur ce naufrage-là consiste à essayer de mettre un nom sur ce code. PM, ça veut dire? PM pour post-mortem. Post-mortem. Oui. Et puis on leur donne un numéro de code. Un numéro, oui. Donc beaucoup des morts de ce chalutier qui a comment dirais-je, coulé en 2015, ils venaient du Sénégal et ils sont passés donc par Agadez au Niger. Vous êtes allé sur place. Oui. Est-ce que vous avez retrouvé les familles de ces malheureux? Alors, il y avait des personnes qui venaient du Sénégal, comme il y avait des personnes qui venaient de plusieurs autres pays africains, voire d'Asie. Moi, je suis partie vers le Sénégal pour une raison très simple, c'est que moi, j'y ai vécu en tant qu'enfant, jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, c'était une façon de revenir aussi chez moi. Je suis passée par le Niger, puisque en 2014-2015, quand les personnes parties de l'Afrique de l'Ouest étaient parties vers la Libye, elles utilisaient plutôt cette route-là. J'ai ensuite effectivement retrouvé certaines familles qui avaient des proches qui ont disparu dans ce naufrage-là, dans la région de Tambacounda, au Sénégal. Alors, dans le livre, vous décrivez avec précision parfois les objets retrouvés sur les morts. Pourquoi ces détails? Pourquoi cette précision? Parce que je pense que la précision est nécessaire quand on parle, quand on travaille en tant que journaliste, et elle est nécessaire aussi pour que le lecteur puisse se projeter dans l'histoire. C'est la précision comme les sensations physiques, comme ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, on ne les voit plus, ces migrants. Non, on ne les voit plus. Ce sont devenus des chiffres. Ouais. On s'est habitué en fait à leur
leur odyssée, à leur malheur. On s'y est habitué et en fait, on n'arrive plus à voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire. On parle de ces chiffres et ces chiffres anonymisent complètement les corps. Quand on parle de 3 corps, enfin 3 morts dans un naufrage, on a l'impression que c'est pas beaucoup. S'il faut imaginer 3 corps qui seraient là, dans le studio, bah, ça prend beaucoup de place. Et c'est 3 vies humaines dont on parle. Et là, on parle de plus de 800, peut-être 1000, peut-être même plus de 1000 morts au seul moment. Dans un seul naufrage, oui. Dans un seul naufrage. Alors, vous avez été d'abord en Sicile, vous avez aussi rencontré des médecins légistes. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience sicilienne d'abord? Parce que votre voyage, si on peut dire, votre enquête a commencé par la Sicile. Oui, ça commence par la Sicile. Et là, je me suis retrouvée face à des personnes qui, dans leur vie quotidienne, sont confrontées à ces morts. Et dans cette rencontre-là, il n'est absolument pas question de migration, il n'est pas question de politique, il est question de qu'est-ce que ça nous fait, la rencontre avec la mort. On n'est pas habitué, ils ne sont pas préparés. Malheureusement, ils commencent à avoir l'habitude. Malheureusement, puisque c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. J'ai aussi été en Espagne plus tard et j'ai rencontré un photographe qui avait fait une photo d'un corps sur une plage à côté de Tarifa il y a 30 ans. Et ça continue. Et il dit, moi, si j'avais su que 30 ans après, ça serait pire, peut-être que je ne l'aurais jamais fait, cette photo-là. Il regrettait cette image-là. En fait, quand on s'y intéresse à la question des migrants, on s'intéresse éventuellement à ceux qui ont été sauvés, à ceux qui sont vivants, mais on oublie totalement ces milliers de morts. C'est aussi ça ce qui vous a motivé. On oublie ces morts et on oublie qu'est-ce que ces morts signifient. On oublie aussi que ce sont nos morts à nous, puisque quand il y a des corps qui sont retrouvés, il y en a une partie qui est retrouvée sur les plages européennes. Et ce sont les autorités européennes et des Européens qui doivent s'en charger. Pourquoi les jeunes qui sont montés dans ce bateau bleu en avril 2015, ils ont voulu quitter leur pays? Pour plein de raisons. Chacun a ses raisons. Enfin, moi aussi, j'ai eu mes raisons de quitter la Finlande et de venir m'installer à Paris. Ça peut être des raisons qui sont liées à une envie d'une meilleure vie pour soi ou d'une meilleure vie pour ceux qui restent, pour la famille, pour pouvoir envoyer de l'argent. Ça peut être une envie de partir à l'aventure, d'aller tenter autre chose ailleurs, une envie de poursuivre un rêve. Je pense qu'il y a autant de raisons de partir qu'il y a d'individus qui prennent cette décision-là. Il s'agit toujours d'une décision intime liée à une personne en particulier. Alors dans votre livre, on retrouve bien sûr le rôle joué par l'Europe dans cette crise des migrants, appelons-la comme ça. Comment est-ce que vous jugez l'action de l'Union européenne? Parce qu'on peut dire que d'une certaine manière, l'Italie et la Grèce ont été carrément abandonnés par les pays européens. Oui, effectivement, il n'y a pas eu de solidarité entre États européens, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si je peux avoir un jugement sur cette question-là. En tout cas, ce que moi j'ai constaté pour avoir travaillé longtemps sur ces questions-là, c'est que la réalité du terrain reste complètement déconnectée des décisions politiques. C'est comme s'il y avait un gouffre énorme entre ces deux choses-là, et ce gouffre ne fait que s'agrandir. Oui. Et vous dites en fait qu'un des objectifs des pays de l'Union européenne, c'était de réduire, voire de stopper le flux des migrants. C'est ça qui a motivé leur politique. Vous dites quelque part que l'Europe a reculé ses frontières, en fait, d'une certaine manière. Oui, concrètement, c'est ce qui se passe. Toutes les décisions politiques qui ont été prises consistent à repousser la frontière de l'Union européenne et de l'Europe de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des systèmes de surveillance, de contrôle de frontières qui sont financés au Niger, donc dans des pays de transit. Et il y a des formations qui sont faites pour les gardes-côtes libyens. Très bien qu'ils soient formés. Mais pourquoi on finance ces formations-là? C'est pour que ces personnes-là arrêtent les bateaux avant même qu'ils arrivent dans les eaux internationales. Ça, c'est ce qui se passe en Afrique, au Sahel. Il y a aussi les accords qu'on a passés avec la Turquie. Tout à fait. Qu'il faut qu'on a donné, je crois, au moins 3 milliards d'euros à Erdogan pour qu'en fait, il ferme la frontière turque pour éviter que les migrants arrivent dans les îles grecques. Oui, tout à fait. Donc, on voudrait contenir les personnes pour qu'elles ne traversent pas la Méditerranée. Mais vous pensez, en tant que journaliste, maintenant après avoir enquêté, que l'Europe aurait dû accueillir tous les migrants, que c'est possible d'accueillir tous les migrants? Ou que ça devient c'est devenu une question politique, en fait, exploitée par les différents gouvernements? C'est devenu une question politique, c'est-à-dire qu'on est dans ce discours-là, en fait, dans cette opposition-là. Est-ce qu'il faut fermer les frontières ou est-ce qu'il faut les ouvrir? Moi, je pense que la question ne se pose pas comme ça. La question, c'est plutôt déjà de prendre conscience qu'en Europe, on dispose d'un privilège énorme qui est un passeport qui nous permet de voyager. Moi, avec mon passeport finlandais, je peux voyager quasiment dans tous les pays du monde en demandant un visa. Avec un passeport sénégalais, ça devient beaucoup plus difficile. Avec un passeport afghan,
ça devient d'autant plus compliqué. C'est-à-dire que la possibilité de traverser une frontière légalement devient extrêmement compliquée. Déjà, prendre conscience de cette réalité-là. La deuxième chose dont il faudrait prendre conscience aussi, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens de circuler. Quand un individu a pris la décision de partir, c'est sa décision, ça lui appartient, et on ne peut pas lui enlever ça. Vous racontez aussi dans le livre combien c'est difficile en fait de retrouver les familles de ces morts et que c'est très important pour pouvoir les identifier de la manière la plus véridique possible, la plus vraie possible. Est-ce que vous avez retrouvé la famille j'allais dire, du post-mortem 3947 ? Non, je ne connais pas son identité, je ne la connaîtrai probablement jamais. Et j'espère que la famille de PM 390047 aura un jour confirmation de son décès et que l'identité de cette personne sera confirmée. En revanche, vous avez retrouvé d'autres familles, d'autres victimes de ce naufrage. Oui, j'ai retrouvé d'autres familles, oui. Alors, on parle beaucoup du rôle des ONG aussi, comme Médecins sans frontières, Save the Children. Vous en parlez dans le bouquin SOS Méditerranée, qui porte secours aux migrants. Pour vous, elles ont fait leur métier d'humanitaire. En fait, ces missions de sauvetage en mer ont commencé après le naufrage de 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, on s'est retrouvé dans une situation sur la Méditerranée où il n'y avait plus de bateaux qui faisaient des opérations de sauvetage. L'opération Mare Nostrum, qui était une opération menée par l'Italie seule, s'était terminée. Il y avait eu une opération européenne qui avait commencé, l'opération Triton, mais qui n'avait pas la même... Non, qui n'avait pas du tout les mêmes moyens ni la même finalité. Voilà. Donc on s'est retrouvé dans une situation où c'était des navires marchands qui portaient secours quand il y avait des bateaux qui étaient signalés en détresse. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le naufrage du 18 avril 2015. Et les bateaux des ONG sont arrivés dans cette situation-là pour combler un manque qui était flagrant sur la Méditerranée. Le taux de mortalité a augmenté. Et le taux de mortalité augmente de nouveau aujourd'hui, maintenant que les bateaux des ONG n'y sont plus. En tout cas, c'est aussi un livre, je le disais tout à l'heure, qui rend hommage au travail des secouristes, des médecins légistes. Vous en parlez beaucoup dans le bouquin, dont la vie a été bouleversée par les migrants ou par la mort de ces migrants. Je rappelle qu'ils sont 17 000. C'est les chiffres qu'en additionnant les morts chaque année, on arrive à 17 000 morts en Méditerranée depuis 2014. Au pays des disparus, c'est chez Fayard. Merci beaucoup, Taïna Tervonen, d'être venue en parler dans 64 minutes. Merci beaucoup.